je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Parce qu'entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Nous sommes aujourd'hui avec Laurent Danchin, écrivain, critique d'art, mais pas que. Nous allons aujourd'hui parler d'art et d'artistes, mais pas que non plus. Les artistes, par leurs œuvres et leur vie, illustrent souvent que philosopher, ce n'est pas discuter de philosophie, c'est vivre sa philosophie ou ses croyances. Ils nous montrent qu'on peut s'approprier le monde hors des codes ou des normes, à la marge. Pour paraphraser Schiller, ils nous font prendre conscience du sublime, d'un idéal personnel ou sociétal, c'est-à-dire d'un état meilleur atteignable, quelles que soient les difficultés. L'art est une clé d'entrée philosophique, esthétique, de compréhension subtile et sensible du monde. L'art est viscéral, recherche de l'émotion, de la perfection, de l'absolu, de la transmutantation. L'art est connaissance, chemin de sagesse, dépassement de soi, partage de l'essentiel. Art de vie. Il est engagé, politique, recherche du beau, du mieux. L'art est lecture du social, compréhension du monde, producteur de visions, de valeurs sociétales alternatives, apport de nouveaux référentiels culturels, d'idées et d'idéaux, d'utopies, tels des châteaux dans le ciel à partir desquels nous élevons le monde. Alors pensons et rendons les utopies concrètes, renouons avec des idéaux, car nous créons ce en quoi nous croyons. Alors autant croire et rêver à la beauté et à une humanité qui permet au meilleur de l'homme de se réaliser. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun et pour chacun, c'est ensemble et c'est maintenant. Vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure avec Laurent Danchin. Bonjour Laurent. Bonjour Yannick, vaste programme et magnifique texte que vous venez de lire. C'est un idéal de l'art qui est malheureusement rarement réalisé dans ce qu'on appelle l'art actuellement, du moins dans l'art médiatisé, mais c'est une dans l'art médiatisé ou contemporain. Voilà. Nous y reviendrons. Alors vous êtes critique d'art, essayiste, vous avez été professeur, commissaire d'exposition, spécialiste de l'art brut et de l'art savant, mais pas que. Alors qui êtes-vous ? J'ai fait dans ma jeunesse des études de lettres, j'ai fait même Normal Sup dans ma jeunesse et j'aurais dû suivre une carrière universitaire qui m'a été proposée d'ailleurs à la sortie de la rue d'Ulm, comme c'est normal, mais j'ai été effrayé par la spécialisation. On m'a proposé 8 postes de sciences humaines à la faculté de Lumini près de Marseille, ce qui était très prestigieux à 22-23 ans, mais j'ai une nature qui fait que je suis rebelle à toute spécialisation excessive dans un domaine intellectuel parce que tous les domaines m'intéressent. Et donc je me suis retrouvé de fil en aiguille prof généraliste, c'est-à-dire prof de lycée, et je ne l'ai jamais regretté. De surcroît, j'ai eu la chance qu'on me donne dans une banlieue dont personne ne voulait, qui était très, très remarquable, qui était Nanterre au départ. Et j'ai découvert un monde social où enseigner avait du sens et était utile. Et donc, j'y suis resté 30 ans à Nanterre, 5 ans au lycée de Boulogne-Billancourt. J'ai donc fait toute ma carrière de prof dans les banlieues. J'étais prof de lettres. Prof de lettres. Et donc, un anti-entrepreneur. Mais anti-entrepreneur, là j'étais un fonctionnaire, mais en parallèle, parce que vous savez, quand on a un petit vélo dans la tête, on l'a pas choisi, hein, ce petit vélo il ne s'arrête pas, et moi je dis souvent que je prends pas de vacances parce que je peux pas mettre ma tête en vacances, et donc j'emporte toujours mon travail avec moi. Donc parallèlement, je réfléchissais sur plein de sujets, l'art me passionnait, je rencontrais des créateurs, j'ai vécu en communauté même avec un certain nombre de peintres et de photographes et de cinéastes, et donc je suis devenu insensiblement quelqu'un qui a présenté des expositions des artistes qu'il aimait, qui a sauvé des œuvres, qui a écrit sur ces sujets, donc je suis devenu critique d'art à force de passionné pour des œuvres de création, en général création visuelle. Alors passionné par des œuvres, par des artistes, et puis pourquoi l'art ? Qu'est-ce que ça vous fait et quel type d'art ?
Je ne sais pas, mais je viens d'une famille de scientifiques. Mon frère aîné est un biologiste, j'ai un frère cardiologue. Mon père était un universitaire, mais la vocation de la recherche universitaire est tout de même scientifique ou parascientifique. Et moi, j'ai toujours eu une nature assez différente. J'étais le peintre de ma famille quand j'avais 10 ans. Je jouais du piano, mal, très mal. Il m'en est resté juste de taper très vite à la machine. J'étais incapable de m'exprimer là-dedans, mais j'avais un besoin d'expression qui ne s'explique pas. Et je crois qu'à la base de l'art, à la base de la création, il y a un besoin de s'exprimer est-ce qu'il est inné, est-ce qu'il est dû à certains détours de l'histoire psychanalytique de l'individu, je ne peux pas le démêler, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne le choisit pas et ça vous possède, ça vous habite et on est bien dans sa peau quand on le réalise. Si on lutte contre un besoin qu'on a en soi, eh ben, on est toujours très mal dans sa peau et on fait du mal aux autres par conséquent. Je dis toujours que ce qu'on peut faire de mieux pour les autres, c'est d'être bien dans sa peau. Alors en quoi l'art est une nécessité et quelle forme ça a pris? Qu'est-ce que vous avez commencé par faire? Vous avez rencontré des artistes, vous avez monté c'est le projet dont j'aimerais parler, c'est que j'ai rencontré un artiste, après avoir fréquenté donc, on était un groupe de gens en particulier mon ami Jean-Luc Giraud, avec qui je fais actuellement un site internet, qui est un dessinateur et peintre, mais dessinateur qui fait ce que j'appelle du Rembrandt sur ordinateur, dessinateur et infographiste. Après avoir vécu avec des gens comme ça, des gens qui faisaient du cinéma aussi, j'ai rencontré un jour, par les hasards de la vie, un sculpteur ermite qui vivait dans la forêt de Fontainebleau, et j'habitais dans cette région à l'époque. Il s'appelait Chaumot, il est très connu maintenant, il est même légendaire. C'est celui qu'on baptise le Picasso de l'art brut, je crois, même si c'est un titre un peu usurpé. Non, on ne l'appelle pas le Picasso de l'art brut, mais d'autant plus que ce n'est pas du tout de l'art brut. Chaumot était un homme de l'art savant aussi. Ah oui, Chaumot a fait les Beaux-Arts de Paris où il avait gagné tous les prix. J'ai chez moi ces médailles qui ont été exposées à la Halle Saint-Pierre. C'était au contraire un artiste très savant qui avait un œil absolument parfait pour ce qui est des formes, qui à 14 ans pouvait faire en taille directe dans la pierre le portrait d'un ami de sa famille ou bien modeler parfaitement l'anatomie d'une vache. À 14 ans, donc il est parti au contraire d'une science de l'œil absolument parfaite. Et puis les hasards de la vie moderne fait que l'académisme de la forme finalement paraît une prison et qu'il est devenu quelque chose d'autre. Mais c'était au contraire un artiste très savant. Comment justement il est passé à d'autres formes d'art, à un retrait dans la forêt de Fontainebleau, à Achères la forêt. Qu'est-ce qu'il a mis de côté? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Il sortait du monde, il voulait se le réapproprier. Quelques anecdotes peut-être sur le personnage qui valent la peine. C'est-à-dire Chaumot c'est toute une saga. Chaumot, il est connu de milliers de gens. Il a été exposé il y a 2 ans à la Halle Saint-Pierre avec beaucoup de succès. Il y a un film qui a été réalisé aussi avec lui qui s'appelle Le Débarquement spirituel. C'est un personnage légendaire, donc j'aurais mis l'anecdote. Mais en gros, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'artistes qui sortaient des Beaux-Arts, n'arrivait pas à gagner très bien sa vie. La guerre est intervenue, il a été prisonnier, il y a une période très dure. Ensuite, il avait des enfants, une femme. Il répugnait à faire des boulots alimentaires comme par exemple débardeur au hall, ce qu'il a fait pendant quelques semaines. Et puis sa famille lui reprochait de ne pas gagner d'argent avec ses œuvres. Et puis un jour, il a eu une très très belle exposition à Paris, rue des Beaux-Arts. C'était la galerie Jean Camion. Il y exposait des bois brûlés magnifiques. Et puis là, l'anecdote serait longue, mais en gros, disons qu'il a découragé tous les acheteurs potentiels en les fichant plus ou moins dehors de la galerie, en les insultant, parce qu'il considérait que l'art n'était pas fait pour être vendu, qu'on ne vend pas ses prières. Il avait une vision totalement spirituelle de la création. Et donc il s'est réfugié dans les bois, où il a vécu en ermite jusqu'à sa mort en 1999. Et c'est là que je l'ai rencontré. Il est mort à 95 ans. 92 ans. 92 ans. Et c'est là que je l'ai rencontré. Je suis devenu son ami pendant 8 ans. Je suis allé le voir toutes les semaines. On a travaillé ensemble. On est allé chercher ensemble dans les décharges publiques des tonnes de matériaux, vraiment au sens littéral. Là, on n'est pas dans la théorie, on est dans le terrain. Donc à partir des années 60-70, il travaille avec des matériaux de récupération. Voilà, il construit c'est très avec à la mode maintenant, mais à l'époque, c'était pas tout à fait le cas. Non, mais à l'époque, il n'avait pas d'argent. Il voulait construire un abri pour ses sculptures qui proliféraient, et donc les mettre à l'abri des intempéries. Il s'est demandé comment on peut construire sans un sou, et il s'est dit très facile, dans ma forêt, il y a des pins. L'arbre, c'est du bois très droit. Quand l'arbre est mort, on le ramasse, ça fait des pieux. On trouve dans les décharges des grillages à poules en quantité. On trouve des bouteilles et des bonbonnes, ça fera l'éclairage. Et il suffit d'acheter un peu de plâtre qu'on trempe dans des vieux chiffons trouvés aux décharges également. Ça fait du staff. Et avec ce système et quelques tôles ondulées, il a fabriqué 3 bâtiments extraordinaires qui ont plus de 50 ans et qui tiennent encore aujourd'hui. Et donc qu'on peut voir encore actuellement, qui sont en cours de protection. C'est justement le projet qu'on a en ce moment. Votre engagement, justement, la protection de sites comme celui-là. C'est un des projets que j'ai en ce moment, si vous voulez qu'on en parle. Eh bien, allez-y.
Effectivement, Chaumont étant mort il y a plus de 10 ans, on a réussi, grâce à la Halle Saint-Pierre, à faire une belle exposition qui a permis de sauver son œuvre, c'est-à-dire de la mettre à l'abri, ce qui n'est pas rien. Moi, dans les années 70, je l'ai rencontré en 75, j'avais réussi à publier un livre qui était le récit enregistré, les propos recueillis, donc le récit enregistré de sa vie et de sa philosophie. Chaumont appelait ça la Bible du prolétaire. Le sous-titre du livre, qui était très provocateur, c'était un pavé dans la vase intellectuelle. Et l'éditeur n'avait pas voulu le mettre sur la couverture parce qu'il trouvait ça trop choquant. Donc c'est uniquement en page de garde. Alors on a en quelque sorte sauvé la pensée de Chaumont, sauvé ses œuvres, mais on n'a pas sauvé ses bâtiments. Et je tiens ces bâtiments pour son chef-d'œuvre. Donc le projet qu'on aurait actuellement, ce qui n'est pas facile, c'est de réussir à transformer les quelques hectares de forêt près de Fontainebleau où il habitait en un mini-musée ou un lieu qui serait consacré à la création, à la réflexion sur la création libre. Parce qu'en plus, jusqu'en 2008-2009 à peu près, toutes les œuvres de Chaumont, pendant 10 ans après sa mort, sont restées dans la forêt, à l'abandon. Oui. Des milliers d'œuvres. Oui, c'est à peu près ça, mais Chaumont s'était remarié à la fin de sa vie avec une femme qui a eu le courage de rester 9 ans après sa mort seule. Elle avait quelques chiens sur ce terrain qui est tout à fait isolé à la sortie d'un petit village dans la forêt. Et puis au bout de 9 ans, évidemment, c'était intenable. Elle a fait un accord avec les enfants de Chaumont avec qui je travaille et elle est retournée dans son pays natal. Et pendant 1 an, exactement, les œuvres de Chaumont, plus d'1 millier d'œuvres, de sculptures, de peintures, sont restées dans les bâtiments à la merci du premier voleur venu. Il y avait qu'un petit cadenas sur la porte. Et quand nous avons fait l'exposition de la Halle Saint-Pierre en 2009, en septembre 2009, c'était un pari, puisque nous n'avions aucune perspective de pouvoir mettre l'œuvre à l'abri nulle part. Et en faisant une exposition qui, de surcroît, était un succès, on mettait l'œuvre en danger, puisqu'elle risquait ensuite de retourner dans sa forêt sans gardiennage. Et puis finalement, tout un concours de circonstances et l'aide d'un commissaire-priseur remarquable de Vendôme qui s'appelle Maître Rouillac nous a permis de mettre à l'abri toute l'œuvre. Et donc c'est une grande chance qui a été liée à cette exposition. Alors là, vous ne dites pas que vous êtes vraiment à l'origine de ce projet, que si maintenant cette œuvre est sauvegardée, c'est quand même pleinement grâce à vous qu'il a fallu se battre pour monter ce projet. Oui, j'ai beaucoup fréquenté Chaumont, alors maintenant j'aurais un livre à écrire. Pourquoi cette fascination pour Chaumont? Alors pourquoi? Voilà, pourquoi je suis allé le voir pendant 8 ans, toutes les semaines, été comme hiver. C'est-à-dire pourquoi, parallèlement à mes cours que je donnais dans les banlieues difficiles, j'allais voir cet ermite qui passait pour un génie fou auprès des gens qui n'approfondissaient pas. Je pense avec le recul, et quoique j'aimerais beaucoup écrire là-dessus pour pouvoir justement trouver les ramifications de mon intérêt pour tout ça, de ma fascination et de mon amitié pour Chaumont, et pour ce type de personnage qui, par ailleurs, déplaisait souverainement à tout un tas de gens, parce qu'il pouvait être très agressif. Il parlait de lui à la troisième personne, il semblait être d'un orgueil et d'un égo démesuré. Pourquoi j'ai été fasciné par cet homme? Je pense que... Et qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, à titre personnel? Peut-être qu'on va rejoindre le thème de votre émission. Je pense que dans ma jeunesse, j'ai baigné dans un milieu artistique. C'était une chance parce que mes parents étaient des gens cultivés qui allaient dans les expositions et les musées, mais surtout, mes parents étaient des gens très chrétiens et des chrétiens sociaux, chrétiens de gauche, variété qui a pratiquement disparu aujourd'hui. C'est presque une espèce en voie de disparition. Et donc, ils nous ont fait beaucoup visiter les églises, mais surtout les églises romanes. Et j'ai toujours adoré l'art roman parce que c'est une sorte de version naïve de l'art gallo-romain ou de l'art de l'Antiquité. Et il y a un côté populaire très touchant dans l'art roman. Populaire, dépouillé, essentiel peut-être? Non, mais aussi populaire parce qu'on y trouve les signes du zodiaque, on trouve des petites scènes parfois un peu érotiques, on y trouve toutes sortes de choses. C'est vraiment la culture populaire. Et j'ai été très touché par ça. Et c'est une époque où l'art en Europe était animé quand même, quoi qu'on dise, par une foi, c'est-à-dire par quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'homme, qui est une transcendance ou qui est un dépassement de soi, mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Alors, quand dans mon adolescence, j'ai commencé à voir ce qu'était devenu l'art et ce que devenait l'art contemporain, qui devenait presque un marketing et une entreprise de communication, alors ne parlons pas aujourd'hui où c'est carrément plus que ça, je n'ai jamais retrouvé cet élan, on va dire, spirituel. Attention, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, c'est pas la même chose. Alors, c'est-à-dire, comment vous posez cette nuance pour nos auditeurs? Je vais donner une définition que donnait Chaumont. Il disait « la religion meurt avec sa définition ». Et je trouve ça très beau parce que la spiritualité, c'est une sorte de modestie en tant qu'être humain
de savoir que, je vais le citer encore, l'invisible nous guide ou qu'il y a des forces qui nous gouvernent, et ça n'importe quel type de tradition religieuse peut l'admettre, sans lui donner le nom de Dieu nécessairement. Et donc avoir le respect de ces forces qui nous dépassent, les psychanalystes diraient que c'est notre inconscient, ou le côté cosmique dans lequel on est inscrit, ça ne veut pas dire qu'on s'inscrit dans une religion, dans des rites, dans tout un tas de dogmatismes ou d'orthodoxie qui peut être considéré comme une prison. Et moi, personnellement, j'ai un tempérament très libre, je suis un libre penseur, j'ai énormément de mal de m'adapter à quelques syndicats, partis ou religions que ce soit. Je suis absolument allergique, sans même agressivité, par nature. Je suis malheureux, je suis dans une structure de ce type. Donc, la spiritualité, oui, la religion, non. C'est pas la même chose. Alors, votre relation avec Chomo vous apporte cette spiritualité, vous apporte quoi? Qu'est-ce qui se développe? Cet homme avait... Qu'est-ce que vous apprenez sur vous, sur lui, sur le monde? Non, mais avec tous ses défauts, cet homme était un vrai ermite, comme du temps des philosophes stylites de l'Antiquité, vous savez, qui se mettaient toute une vie sur une colonne en tendant la main, par exemple, ou comme Diogène dans son bidonville, dans son tonneau. Eh bien, Chomo était un type qui, d'abord, croyait à quelque chose, il parlait souvent des forces cosmiques, et surtout, qui était un terrible pourfendeur de la société de consommation. Et moi, je n'ai jamais été à l'aise, non pas avec la consommation, c'est-à-dire le fait d'avoir des supermarchés près de chez toi, ce qui est très commode, mais avec cette philosophie que l'homme ne serait sur Terre que pour produire et consommer. Et alors l'homme, il est sur Terre pour quoi? L'homme, il est sur Terre pour créer. Il est essentiellement créateur, comme l'animal d'ailleurs. Un oiseau crée son nid, une araignée crée sa toile. J'ai un chat. Alors évidemment, l'animal fait de son mieux, ça ne va pas toujours très loin et c'est parfois complètement stéréotypé. Par exemple, les alvéoles des abeilles. Chomo était apiculteur, il avait 22 ruches chez lui, des milliers d'abeilles. Et il m'a beaucoup appris l'observation du monde des abeilles parce que c'est une leçon sur la création naturelle. La création instinctive est programmée par l'instinct. Les abeilles font toutes leurs alvéoles de la même façon, mais il n'y en a pas deux pareilles, parce que les circonstances, la météo, l'une est plus grosse, l'autre est plus maigre, l'autre est fatiguée, l'autre ne l'est pas. Donc il y a une différence, mais le schéma est le même. En revanche, l'homme, lui, invente vraiment des choses nouvelles. Par exemple, il a inventé toutes les sortes de ruches qui existent dans tous les peuples de la Terre depuis que l'abeille est sur la Terre. Mais depuis que l'abeille est sur la Terre, elle ne fait pas ses rayons autrement qu'elle n'a été programmée de le faire par l'instinct. Donc l'homme est créateur, et c'est ce côté-là qui doit être développé. Ayant enseigné dans ma vie 36 ans à environ 4000 adolescents, que j'ai connus au moins un an, parfois deux, d'assez près, et en connaissant des détails de leur vie, leur prénom, donc c'était vraiment une relation approfondie par journalistique, je peux dire, je sais que tous les individus ne sont pas créateurs, mais je ne dirai jamais que quelqu'un, tant qu'il n'est pas mort, ne le sera pas un jour. Ça, on ne peut pas le dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce que vous avez déjà créé? C'est une attitude. Ce que j'ai créé, comme c'est pas grand chose, créer, c'est un grand mot. Créer, c'est par exemple faire des livres, organiser des expositions, rassembler des gens, créer des liens qui n'existaient pas. C'est ça, créer. C'est une attitude d'ouverture, de lien et de recherche du sens. Alors justement, cette première relation avec Chomo pose les bases peut-être de votre attrait pour certaines formes d'art. Des formes d'art qu'on pourrait qualifier de plus à la marge par rapport à l'art contemporain. C'est un art comment qui vous intéresse, qui traduit quoi et qui raconte quoi? J'ai été toujours pris entre deux types d'artistes parce que mon ami Jean-Luc, qui est un ancien étudiant des Beaux-Arts, est un dessinateur donc extrêmement savant, quoique son œuvre ne soit pas connue et qu'il soit resté marginal toute sa vie. Donc j'ai connu des créateurs qui sont des gens très très savants, donc très sophistiqués, très habiles. C'est un pionnier de l'infographie. Il a créé les sections infographiques dans 2 écoles d'art. Et d'un côté, il y avait ce type d'amis. Il y avait aussi des gens qui étaient des photographes et des cinéastes. Et de l'autre côté, des gens proches de l'art brut, c'est-à-dire aussi également des créateurs, mais au contraire qui n'ont pas la science, qui sont des autodidactes, qui ne sont pas allés dans des écoles et qui s'expriment quand même parce qu'ils ont quelque chose de très fort à dire. Alors je crois qu'au fond, c'est pas l'art qui m'intéresse, c'est la création. Et ils disent quoi et à qui? Mais écoutez, vous lisez, vous aimez sûrement certains écrivains, etc. Qu'est-ce qu'on dit sur la vie? Pas grand-chose. Le mystère d'être sur la Terre, la souffrance humaine, l'amour, l'angoisse de la mort, le plaisir de la naissance, on fait des choses simples, le rapport à la nature. On exprime peut-être sa joie d'être au monde et ses angoisses aussi. C'est très beau, l'expression de la joie d'être au monde. Alors vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure avec Laurent Danchin.
Alors Laurent Danchin, vous montez un certain nombre de projets complexes, notamment un autour de l'art et de l'art populaire. Alors qu'est-ce que c'est que l'art populaire et quel est votre projet ? Avec pas mal de gens, et en particulier un groupe de Finlandais, un groupe d'Italiens, quelques Américains de Californie aussi, nous sommes tout un groupe de gens en ce moment à vouloir créer une organisation internationale, européenne d'une part et connectée à des organisations dans d'autres continents, pour la défense de tous les environnements d'art brut, d'art autodidacte, et qui sont un peu justement, bien qu'ils ne soient pas dans l'art brut, comme le village de Chaumeau, c'est-à-dire des constructions qui ont été faites par des artistes qui s'étaient mis ou qui étaient restés en marge de la société en général urbaine, et qui ont laissé derrière eux des lieux fascinants, mais éphémères, parce que souvent c'est fait justement en matériaux de récupération, des lieux qui ont été très photographiés, très filmés par les télévisions, par le cinéma, etc., et qui en général risquent de disparaître à la mort de leur auteur. Mais certains sont préservés, le plus connu en France étant le Palais idéal du Facteur Cheval, qui est le monument le plus visité de la région Rhône-Alpes. Et donc moi je plaide pour ce que j'appelle un micro-tourisme alternatif, c'est-à-dire de mettre en réseau, ce qui est la logique du monde d'aujourd'hui, de mettre en réseau à travers l'Europe d'abord et dans le monde entier, ceux de ces lieux qu'on peut sauver pour qu'ils soient dans les villages, dans leurs régions, etc., des lieux visitables, mais à petite échelle. Ce n'est pas le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas Notre-Dame de Paris, ce n'est pas le Taj Mahal, mais ce sont des lieux qui ont un public fidèle, qui viennent y chercher une espèce de fraîcheur d'inspiration et de sincérité qu'on ne trouve peut-être pas dans la plupart des lieux dédiés à l'art aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui se produit quand on voit un de ces villages, une de ces constructions, puis qu'on en voit 2, 3, 4, quel est le fil conducteur ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur, un esprit particulier qui se dégage, une spiritualité, une connexion particulière Je vais vous répondre là de façon plus simple. C'est quand quelqu'un aime par exemple le rap. Autrefois, mettons, quand quelqu'un aimait le jazz, à l'époque, il fallait défendre le jazz, à l'époque de Boris Vian, par exemple, il est bien rare qu'il n'entende pas parler du festival de jazz qui s'organise dans la région, il part en vacances, et ainsi de suite. Le réseau se fait tout seul, et quelqu'un qui aime le rap, il sait tout sur le rap dans le monde entier, le bon, le mauvais, etc. De la même façon, les gens qui aiment ce type de lieu, il n'y a pas aucune analyse là de type religieux ou autre, ils aiment ce type de lieu, ils s'y sentent bien, ils sont très émerveillés par les auteurs quand ils sont encore vivants, et ils ont envie de les connaître, et ceux qui ont visité un lieu, quand ils savent qu'il y en a un autre, très différent, mais un peu dans le même esprit ailleurs, vont le visiter aussi. Et ça, c'est un fait d'expérience. Alors, il y a tout un réseau d'amateurs de ce type de lieu. Alors, comment vous mettez en place ce projet, ce réseau ? C'est l'organisation carrément de voyages, c'est une association qui va protéger chacun des lieux, qui organise des déplacements d'amateurs spécialisés. C'est quoi ? Alors, effectivement, quand un lieu est en grave danger après la mort de son auteur, spontanément, il y a très souvent une association locale qui essaye de le sauver. Et je vais vous citer 3 exemples en France qui sont en train de marcher. Il y a à Saint-Dizier, en Haute-Marne, il y avait une très jolie petite boutique décorée d'un certain Marcel Dièvre qui s'appelait Au Petit Paris, qui est tombée en ruine. Et une artiste qui était passée par là avait eu l'idée de racheter le lieu pour essayer de le sauver. Elle n'y est pas parvenue. Elle a heureusement convaincu le maire de racheter le lieu, et la mairie a trouvé un génial restaurateur dans la région qui s'est pris d'amour pour ce lieu et qui l'a entièrement refait intérieur-extérieur. Il a été inauguré à la Journée du patrimoine. J'y suis allé pour faire une conférence sur ce sujet et c'est une merveille, c'est un bijou d'art populaire qui se trouve donc dans une rue populaire de Saint-Dizier en Haute-Marne. Et donc qui est accessible à tous. Alors pour l'instant, il y a même un projet, oui, il va y avoir sans doute un café associatif et un atelier d'art-thérapie qui sera associé à ce lieu dans la maison derrière. Donc c'est un lieu qui va revivre, qui va avoir une deuxième vie. De la même façon, on est en train de sauver un lieu remarquable fait en mosaïque par un Portugais qui s'appelait Euclide d'Acosta à Dives-sur-Mer dans le Calvados. On l'appelle la Maison Bleue. C'est un lieu absolument magnifique. C'est un chef-d'œuvre d'art populaire en mosaïque. On a sauvé la maison de Picassiette à Chartres. Il y a plusieurs lieux qui en ce moment essayent de faire parler d'eux. Par exemple, tout simplement les rochers sculptés de Roténeuf, qui sont extrêmement dégradés à cause du temps, mais qui mériteraient quand même qu'on fasse un peu plus attention à leur survie. Alors vous avez des associations, et puis là où j'interviens moi avec d'autres gens, c'est plutôt à un niveau international pour justement créer le réseau qui permet à ces associations d'avoir plus de force en communiquant entre elles. Et il y a une association basée au Danemark qui s'appelle l'EOA, European Outsider Art Association, l'association d'art marginal d'Europe. Outsider Art, c'est le nom qu'utilisent les Anglais et les Américains pour dire art brut. Et cette EOA, qui a évidemment un site internet,
à l'origine, a surtout regroupé des ateliers d'art-thérapie ou des ateliers créatifs pour personnes handicapées, des choses comme ça, c'est-à-dire des ateliers à vocation plutôt sociale qui se multiplient dans le monde actuel. Mais il y a aussi des secteurs qui regroupent des musées d'art brut, des musées d'art populaire, etc. On en a quelques très beaux exemples d'ailleurs en France. Voilà, la Halle Saint-Pierre par exemple, le musée de Villeneuve-d'Ascq, le LAM et la collection de la Racine, la collection de la création franche à Bègle, près de Bordeaux. Il y a la Fabuloserie qui se trouve dans Lyon, qui est un musée d'art populaire et d'art brut formidable. Et donc, l'idée, c'est de créer un réseau international qui va permettre à ces lieux qui sont protégés par des associations de mieux communiquer, de se faire connaître, etc. Et aussi d'échanger des recettes, parfois, au niveau de la restauration, par exemple. Aucun restaurateur professionnel ne sait faire avec les lieux d'art brut. Il y a très très peu de restaurateurs actuellement qui savent traiter ce genre de matériaux, parce que c'est fait, vous voyez, avec des choses de récupération, etc. Donc il y a tout un savoir-faire aussi qu'il faut échanger et tout. Voilà, on travaille à ça. Donc on va avoir une réunion au printemps à Heidelberg et il est question de créer une section spéciale de cette EOA qui sera dédiée justement à la sauvegarde et à la communication sur ces lieux d'art populaire, voilà, ces environnements de folk art. Alors, vous êtes toujours sur Radio Widoubiz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure avec Laurent Danchin. Laurent Danchin qui est auteur de l'encyclopédie de l'art brut. Non, pas l'encyclopédie. Non, j'ai fait chez Gallimard, dans la collection Découverte, les petits livres encyclopédiques qui sont les que sais-je illustrés de Gallimard, le numéro qui s'appelle Art brut, l'instinct créateur. Alors, qu'est-ce que c'est d'ailleurs l'art brut? On a parlé d'art populaire, d'art marginal, d'art brut. C'est quoi la différence et en quoi ça se distingue ou ça se rapproche de l'art contemporain? C'est la même chose? C'est pas la même chose? C'est quoi l'esprit de... Non, mais écoutez, l'art brut, ce sont des créations faites par des gens qui sont des non professionnels, qui ne savent ni dessiner, ni peindre, ni sculpter au sens académique. Donc ils payent mal, ça veut dire? Je ne dirais pas qu'ils payent mal parce qu'ils payent autrement, mais ils ne savent pas, si on leur demande de vous dessiner votre main, ils ne peuvent pas le faire. C'est la différence avec Picasso ou Dubuffet qui, eux, pouvaient très bien le faire à l'âge de 15 ans et qui ont décidé de ne pas le faire. C'est vraiment tout à fait l'opposé. Donc c'est des gens qui n'ont pas cette science, on va dire, savante ou académique du dessin, de la sculpture, etc., mais qui s'expriment quand même parce que c'est un besoin absolument vital, ça devient même coextensif à leur propre nature, à leur propre existence. S'ils ne créaient pas, ils deviendraient fous. Et je pense que tous les créateurs sont comme ça, c'est pas propre à l'art brut. Donc c'est un art non savant, très inspiré, très profondément inspiré. Pathologiquement inspiré. Mais on ne sait pas par quoi on est inspiré, mon cher. Pourquoi vous faites votre émission? Qu'est-ce qui vous inspire? Je retourne la question, cher Yannick Le Guern. Qu'est-ce qui fait qu'ayant fait des écoles de commerce, ayant enseigné, etc., maintenant vous avez envie de rencontrer des artistes, des gens marginaux? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Pourquoi la question est très très bonne. Pourquoi vous n'êtes pas un trader, par exemple, qui, au contraire, vit en sniffant de la coke pour faire cette fuite en avant insensée, en même temps sûrement fascinante, qu'il mène au sommet du rien? Écoutez, la question s'est effectivement posée. Nous avons fait le choix de ne pas le faire. Alors, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est votre nature qui l'a emporté? C'est peut-être la nature, effectivement. Voilà. Moi, je crois qu'on n'est pas... Être un créateur, c'est pas un choix, c'est une nature. Alors, justement, je vais vous proposer un petit intermède poétique dans ce monde de lutte que vous reconnaîtrez sans doute. C'est une lettre écrite par Rainer Maria Rilke, un jeune poète qui lui envoie des vers et il lui demande s'ils sont bons, ce qu'il faut faire, comment faire pour être connu, reconnu, pour finalement vivre. Il s'appelait Capus, Monsieur Capus. Il avait 22 ans et Rilke n'en avait même pas 28. Alors Rilke lui répond. Donc on ne va pas vous lire toute la lettre, mais vous pouvez la retrouver dans les lettres à un jeune poète. Vous demandez si vos vers sont bons. Je vous prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide. Personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même. Cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même. Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire ? Ceci surtout, demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire ? Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front
à une aussi grave question par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Fuyez les grands sujets pour ceux que votre quotidien vous offre. Dites vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous viennent, votre foi en une beauté. Dites tout cela avec une sincérité intime, tranquille et humble. Utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos songes, les objets de vos souvenirs, pour appeler à vous ces richesses. Pour le Créateur, rien n'est pauvre. Il n'est pas de lieux pauvres, indifférents. Même si vous étiez dans une prison dont les murs étoufferaient tous les bruits du monde, ne vous resterait-il pas toujours votre enfance, cette précieuse, cette royale richesse, ce trésor des souvenirs? Tournez là votre esprit. Tentez de remettre à flot de ce vaste passé les impressions coulées. Votre personnalité se fortifiera, votre solitude se peuplera, et vous deviendra comme une demeure aux heures incertaines du jour, fermée au bruit du dehors. Et si de ce retour en vous-même, de cette plongée dans votre propre monde, des vers vous viennent, alors vous ne songerez pas à demander si ces vers sont bons. Vous n'essaierez pas d'intéresser des revues à ces travaux, car vous en jouirez comme d'une possession naturelle, qui vous sera chère, comme l'un de vos modes de vie et d'expression. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. C'est la nature de son origine qui la juge. Aussi, cher monsieur, n'ai-je pu vous donner d'autres conseils que celui-ci. Entrez en vous-même, sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. C'est là que vous trouverez la réponse à la question « Devez-vous créer ?» De cette réponse, recueillez le son sans en forcer le sens. Il en sortira peut-être que l'art vous appelle. Alors prenez ce destin, portez-le, avec son poids et sa grandeur, sans jamais exiger une récompense qui pourrait venir du dehors. Car le Créateur doit être tout un univers pour lui-même, tout trouvé en lui-même, et dans cette part de la nature à laquelle il s'est joint. Ça me touche beaucoup ce texte parce que je vais vous dire quelque chose, Yannick, ce livre m'a sauvé la vie quand j'avais 20 ans. Ah. Je dis ça souvent et je disais ça à mes élèves, je leur conseillais de le lire. Parce qu'à l'époque où on se cherche et où on a fait par exemple, si on est bon élève, on est dans un cursus d'études, moi c'était Normal Sup, et vous avez fait des études d'économie je suppose, il y a des moments où on se dit brusquement, mais si j'étais en train de passer à côté de moi-même, si je n'étais pas sur le chemin qui me correspond, si je ne côtoyais que le genre de gens que je ne devrais pas voir, mais j'ai pas trouvé les gens avec qui je me sentirais bien. J'étais dans cet état d'esprit à l'époque, et quand j'ai lu ce livre, un peu après cette lettre-là, que j'ai d'ailleurs citée en exergue de mon livre sur Dubuffet en 88, j'ai fait un livre sur Dubuffet, j'ai cité Rilke justement, et un peu plus loin, il dit à ce jeune homme, parce que ce jeune homme avait un dilemme terrible, il se sentait poète, d'ailleurs il l'est devenu, il a écrit je crois des livrets d'opéra, il s'appelait Capousse, il était d'une famille qui voulait qu'il devienne militaire, donc il allait s'engager dans l'armée. Et moi, quand j'ai signé mon engagement avec l'éducation nationale à Normal Sup, qui est un engagement de 10 ans, j'avais l'impression d'avoir vendu mon âme au monde des fonctionnaires, et donc je vivais très mal. Et vous savez ce que lui répond Rilke? Il lui répond pas comme un gauchiste de mai 68, foutez le camp, c'est tous des bourgeois. Il dit non, attendez de vous sentir à l'étroit dans le cadre de votre métier. Ça, c'est une phrase qui m'a sauvé la vie. Parce qu'en gros, il lui dit, vous n'êtes pas foutu si vous prenez ce chemin, tant que votre nature intérieure n'est pas assez forte pour pouvoir en prendre un autre, acceptez cette loi-là, qui est la loi de vos origines et de votre milieu. Mais le jour où vous sentirez à l'étroit cette dans nécessité. Voilà. Et ça, c'est tellement sage. Et ce qui est étonnant, c'est que Rilke n'avait même pas 30 ans à l'époque, et il parlait à un jeune homme qui avait 5-6 ans de moins que lui. Mais il était déjà très connu. J'adore Rilke. Alors revenons à vos projets. Donc un réseau international pour rejoindre différentes associations, différents lieux d'art populaire brut marginaux. Parallèlement à ça, vous avez aussi, enfin vous voulez peut-être revenir là-dessus? Puisque vous on s'adresse à des entrepreneurs de toute génération. Un de mes amis qui est justement dans les affaires et qui est un peu au courant de mon intérêt pour l'art brut, etc., me disait qu'il faudrait créer ce qu'on appelle un fonds de dotation. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on crée un système mécénal qui permet justement de raise funds, de trouver des fonds pour justement aider à la sauvegarde de ces lieux. Et je crois que je vais me tourner vers une formule de ce type. On est plusieurs dans ce projet, bien sûr, et on hésite pour l'instant entre créer un fonds de dotation pour un lieu, par exemple le village d'art préludien de Chaumont, ou au contraire une chose à vocation plus générale,
qui aurait pour vocation de sauver plusieurs lieux, justement. De manière internationale aussi ? Alors déjà, de manière française, déjà, ce serait déjà plus modeste, mais disons, puisqu'on est dans une structure à vocation européenne, on verra si on peut le faire à échelle européenne, mais au moins dans un premier temps, essayer de créer une structure financière qui permettrait de sauver concrètement certains lieux qui ont besoin quand même d'un minimum d'argent. Voilà, donc c'est un aspect très concret, c'est l'aspect avec lequel je suis le moins à l'aise. C'est pour ça que j'aurais activement besoin on vous donnera de trouver quelques réseaux, quelques contacts. Un partenaire qui au contraire aimerait faire ça et qui saurait le faire, ce qui n'est pas ma compétence. Alors il y en a sûrement parmi nos auditeurs donc, qui sont capables de monter des fonds de dotation, qui sont passionnés par l'art brut ou marginal, et quand ils verront effectivement les artistes que vous défendez, dont vous assurez aussi la promotion de manière souvent désintéressée. Alors ça, c'est une deuxième partie de votre activité, une association qui s'appelle Mycelium, qui consiste en quoi ? Alors Mycelium, j'avais pris donc Mycelium, pour ceux qui ne connaissent pas le monde des champignons, vous savez, c'est le nom qu'on donne aux ramifications souterraines, à cette espèce de moisissure blanche ou brune dont émanent les champignons quand il y a suffisamment de chaleur et d'humidité en même temps. Donc c'est un réseau organique, et je l'ai pris comme antinomie du réseau Internet, qui est un réseau au contraire électronique, bien que ce soit un site évidemment Internet. Mycelium sont les connexions organiques qu'il y a entre les personnes, entre les êtres vivants. Donc c'est un réseau de créateurs, mais à l'origine c'est tout simplement une association de 2 personnes. C'est mon vieil ami Jean-Luc Giraud, avec qui je suis en relation depuis maintenant, je ne sais pas si c'est 40 ans ou plus, qui est un dessinateur principalement, qui a enseigné l'art dans une école d'architecture et dans plusieurs écoles de beaux-arts, qui est un pionnier de l'infographie. C'est un des seuls artistes que je connaisse qui soit aussi à l'aise dans les techniques très traditionnelles, y compris la gravure, que dans l'infographie, et donc il passe de l'un à l'autre, aller-retour sans arrêt. Actuellement, il ne fait plus qu'un seul type de sujet, des autoportraits, très étonnant. Il a une rétrospective à partir de demain à Nantes. Et donc, avec Jean-Luc Giraud, on a créé un réseau il y a 2 ans, sous forme d'une plateforme Internet, d'un site Internet, donc, qui s'appelle Mycelium, et dont la périodicité est tous les mois. On fait des pages nouvelles qu'on appelle les nouveautés du mois. Et à la fois, on y rassemble notre propre travail, puisqu'il y a 30 ans, 40 ans de travail derrière, qui est dispersé à droite et à gauche. Ça me permet de moi de mettre en ligne des textes qui sont disparus, qui sont éparpillés dans des catalogues, dans des revues, etc. Lui, il peut mettre aussi ses films, parce qu'il a fait pas mal de films expérimentaux assez étonnants. Et vous avez réalisé l'art, tout ça, mais en même temps, on donne la parole, on montre des travaux de créateurs qui nous émerveillent. J'ai une rubrique sur mes pages à moi qui s'appelle Créateurs singuliers, dans laquelle je fais une mini-biographie. Je monte des slideshows, des diaporamas d'œuvres de créateurs tout à fait hors du commun. Le dernier, par exemple, c'est un Breton qui s'appelait Yves Durand, qui est malheureusement mort il y a quelques années, assez tristement d'ailleurs, et qui a laissé derrière lui une 40aine de tableaux en coquillage d'un art naïf absolument extraordinaire et touchant. Et c'est une dame qui est dans sa région, qui s'appelle Marie-Christine Durand, qui les ayant vus, a trouvé vraiment que c'était sa mission de tirer de l'oubli cet homme, et elle a bien raison, et j'essaye de l'aider. Donc on a fait sur Mycelium déjà des pages pour en parler. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on fait. Alors c'est totalement bénévole, c'est totalement désintéressé, non commercial, et c'est ça qui me plaît. Alors on a l'impression justement que tous vos engagements, on va les appeler comme ça, sont sous-tendus par des missions, des nécessités absolues. Sauvons Chaumont, son grand œuvre, sauvons le patrimoine qui pourrait disparaître, et en même temps mettons en lumière des artistes qui sont à la marge, qui n'ont pas accès non plus à un certain nombre de réseaux de communication institutionnels ou dont l'œuvre risquerait de disparaître, parce que quand il meurt, effectivement, certains artistes très modestes, tout peut se retrouver chez un brocanteur. Oui. Et vous ne travaillez ou vous ne vous intéressez qu'aux artistes morts ? Pas du tout, puisque d'abord, ceux qui sont morts, je les ai connus vivants. La plupart, au contraire, non, je m'intéresse plutôt aux artistes vivants, mais écoutez... Mais ils meurent maintenant, non, mais vous vieillissez. Voilà, parce que je vieillis, j'ai 66 ans, oui, malheureusement. Et donc, certains de mes amis sont morts, et vous seriez comme moi, Yannick, si un très bon ami dont vous aimez l'œuvre, par exemple un musicien, mourait avant vous, et que vous saviez que ces œuvres que vous avez aimées risquent de se retrouver dans les archives, enterrées pour des siècles, dans les archives d'une petite bibliothèque de province ou je ne sais quoi, vous auriez envie de le faire connaître, non ? Si c'était un ami. Peut-être. Peut-être, d'accord. Enfin, moi, c'est pas peut-être. On ne réfléchit même pas, c'est une évidence, si vous voulez. Et puis, je pense qu'on est dans un monde tellement mercantile que quand on a
quand on rencontre des créateurs très désintéressés, et surtout des gens très modestes, mais qui ont gardé une espèce de fraîcheur d'âme, je ne sais pas comment dire, extraordinaire, une sorte de naïveté inspirée, merveilleuse, la sainte naïveté, eh bien d'abord c'est une chance de les rencontrer, et puis on se nourrit de ça et on renforce la même chose en soi-même, et donc il y a une espèce de solidarité intuitive des gens qui cherchent une sorte d'innocence dans un monde qui, Dieu sait, est devenu diablement cynique. Et je pense que réussir à se créer une mini-société de gens qui ne sont pas cyniques dans un monde qui l'est tellement, ça fait du bien. C'est non seulement pas cynique, mais on pourrait qualifier ça de quoi ? Je ne sais pas, il y a une innocence, il y a une foi, je ne sais pas comment dire. Récemment, je me disais, au fond, il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour avoir la foi. La foi, c'est une espèce de confiance dans la vie. Je pense qu'un arbre a la foi, sinon il s'arrêterait de pousser. Alors, vous réalisez aussi un certain nombre de vidéos d'art sur des artistes vivants. Ah non, là, sur Mycélium, on met au contraire des vidéos politiques, pas du tout des choses d'art. Ma dernière... Politique, c'est-à-dire c'est-à-dire ou social, c'est-à-dire que la dernière, j'ai fait le bilan un peu de mon expérience de l'enseignement. Elle s'appelle « Refonder l'école, oui, mais comment ?» puisque le gouvernement actuel parlait à grand tapage de refonder l'école. Et malheureusement, on s'aperçoit que l'école qui va mal depuis au moins 40 ans en France, eh bien, chaque année, il est question de la refonder, de la reconstruire, mais c'est toujours la même histoire, il y a le même effondrement. Et donc, j'ai voulu mettre au clair mes idées. L'année dernière, c'est une réflexion, une révolution mondiale est-elle en cours ? L'année d'avant, c'était crise économique, crise de civilisation. J'ai beaucoup lu sur l'économie depuis septembre 2008. Et ça nous amène à votre troisième chantier en cours. On reparlera de toutes ces questions d'éducation. On y consacrera une émission entière d'ailleurs, avec d'autres invités en même temps. Et donc vous construisez, vous rééditez des ouvrages d'économie. Alors c'est quoi ? C'est des ouvrages classiques d'économie, c'est Jean-Baptiste Hosset, c'est Adam Smith, Ricardo, c'est quoi ? C'est Keynes, c'est Marx. Je n'avais pas de compétences particulières pour l'économie, mais quand, à partir de 2008, effectivement, comme beaucoup de gens, j'ai commencé à beaucoup lire, à essayer de comprendre ce qui se passait, et surtout ce qu'on nous cachait, etc. Et je suis tombé par hasard, mais c'est pas tout à fait par hasard, sur un livre de John Ruskin, le très grand critique d'art anglais du 19e, que admirait tellement Marcel Proust qu'il a traduit lui-même un de ses livres. Un homme d'ailleurs, Ruskin, qui était connu à la fois pour sa défense de l'art gothique, l'esprit du gothique, parce qu'au 19e siècle, on démolissait allègrement les cathédrales gothiques comme du vieux, quoi. Et puis qui a défendu le génie de Turner, qui passait pour un fou. Et ce même Ruskin, ce que je ne savais pas, et ce que personne apparemment ne sait plus en France, était un penseur social d'inspiration chrétienne, mais ça c'est secondaire, mais d'inspiration, on va dire justement spirituelle, extrêmement engagé, qui en 1860 a publié une série d'articles dont le titre est emprunté d'une parabole biblique, c'est celle des ouvriers de la dernière heure. En anglais, ça s'appelle « Unto this last ». La seule traduction française qui a eu ce livre en 1904 a été faite par un curé idéaliste qui avait fondé le mouvement espérantiste catholique. C'est des choses qu'on trouve sur Internet qui me ravissent. Tout ça est totalement oublié. Et ce petit livre « Unto this last » consiste en 4 articles. C'est une relecture des présupposés de l'économie politique d'un point de vue humaniste et de solidarité, non pas d'un point de vue comme dans la philosophie de Hobbes où l'homme est un loup pour l'homme et tout le monde fait la guerre à tout le monde. C'est une relecture de l'économie d'un point de vue d'entraide. Et c'est un livre extrêmement fort qui montre comment on pourrait reprendre le problème économique sur des bases effectivement morales et, je ne vais pas dire religieuses, spirituelles, et non pas sur ces bases extrêmement cyniques qu'on retrouve aussi bien d'ailleurs dans Jean-Baptiste Say et les autres, ou Adam Smith, que dans Karl Marx, qui n'en est que la même chose à l'envers. Et cette conception que l'homme n'est pas nécessairement un homme avide, greed is good, avide, et qu'il peut être aussi un homme généreux, et je ne fais pas le choix, il est les deux, tantôt l'un, tantôt l'autre, mais il y a incontestablement des gens plus généreux que d'autres, et il y a incontestablement des gens plus avides. Et donc avoir une vision de la société et de l'économie qui ne repose pas sur le présupposé que tout le monde est nécessairement égoïste et avide, c'est quelque chose qui me paraît très salutaire pour le monde d'aujourd'hui. Quand le communisme s'est effondré en 89-90, j'ai dit à ma femme, qui vient d'une famille de socialistes très engagés, de socialistes du 19e siècle, je lui ai dit que... Votre femme vient du 19e siècle également ? Non, elle vient d'une famille de socialistes très engagés du 19e siècle. Son ancêtre était le député du Morbihan qui avait voté toutes les lois sociales pour la protection des femmes de marins qui perdaient leur homme en mer. Et c'était un radical franc-maçon et extrêmement engagé dans le social. Qui s'appelait Paul Guiès.
oublié aujourd'hui. Et donc, je lui ai dit, il me semble que maintenant qu'on voit la faillite du communisme et de tous ses présupposés, on reviendra aux utopistes sociaux du 19e, parce que c'est là que la pensée a bifurqué et qu'on a pris un très mauvais tournant qui nous mène là où nous sommes aujourd'hui. Mais si on revient un petit peu en arrière à cet aiguillage, peut-être qu'on pourrait reprendre le problème d'une façon différente. Alors, un livre... Alors, Laurent Danchin, justement, nous sommes à cet aiguillage, nous profitons de cette crise de civilisation, cette crise économique, sociale, sociétale. Quelle voie on peut prendre ? Ou quelle nouvelle base on peut repenser ? Yannick, permettez, il me revient l'anecdote comment je suis tombé sur ce livre de Ruskin. C'est pas un hasard. En rangeant ma bibliothèque, j'ai trouvé un petit livre, une anthologie de propos de Gandhi, que je n'avais jamais lu. Mais c'était quand même pas un hasard que j'avais ce livre chez moi. Et donc j'ai lu ce livre, des propos de Gandhi, et je crois que c'est dans une de ses autobiographies, il dit que vers 1904, par là, il était avocat en Afrique du Sud à l'époque, et il est tombé sur ce livre de Ruskin, et ça l'a tellement bouleversé que le lendemain, il a changé sa vie, et il est devenu le Gandhi qu'on connaît, l'homme qui vivait, vous savez, en mini-communauté, dont le domestique mangeait à table avec eux, et il ne lui faisait pas nettoyer les toilettes, c'est lui qui le faisait, parce qu'il considérait que la plupart des gens trouvant ça dégradant, ils ne pouvaient pas le demander à un autre, donc il le faisait. Voilà le Gandhi qu'on a connu. Eh bien, c'est Ruskin qui a changé sa vie. Et donc, je suis allé chercher ce livre de Ruskin, et sur Internet, je l'ai trouvé en édition anglaise, et j'ai trouvé très longtemps après l'édition française. Je me suis aperçu qu'elle n'avait jamais été reprise, et j'aimerais que mon éditeur, le livredart.com, puisse relancer ce livre pour les lecteurs d'aujourd'hui qui réfléchissent sur la société. Et du coup, j'ai découvert un autre livre qui était un best-seller des années 70, qui est le livre Small is Beautiful, magnifique titre, de Ernst Schumacher, qui était un économiste anglais. Et pareil, c'est une relecture de l'économie politique d'un point de vue complètement autre. Alors, quel point de vue, justement, Laurent Danchin ? Par exemple, lui développe la théorie que pour les pays en développement ou les pays plus pauvres, qui ne sont pas les pays riches avancés, il faut développer une technologie alternative, qui est une technologie intermédiaire, parce qu'on ne peut pas importer notre niveau de sophistication technologique sur des pays où il n'y a pas, par exemple, d'éducation et où ça crée un fossé encore plus grand entre les très riches et la masse des gens qui sont victimes. Et donc, il propose, et il a une association qui s'appelle aujourd'hui Practical Action. Si vous regardez sur Internet, vous verrez leur site. C'est une ONG maintenant qui travaille sur des micro-projets économiques dans des pays qu'on aurait appelé autrefois du tiers-monde, et à mon avis, ils font du très bon boulot. Alors, avec quel type de projets économiques, entrepreneuriaux, de microcrédits, là, il n'était pas encore. Là, il faudrait parler en détail des théories de ce livre, et donc le résumé, il faudrait lui consacrer peut-être une émission la prochaine fois. Donc, voilà, vous en retenez quoi finalement, les trois idées, ça va faire la transition avec la suite, oui. Les trois idées de ce livre ou la base, ou les trois bases nouvelles que ça permet de poser. D'abord que le modèle occidental qui est allé jusqu'à la folie actuelle, et entre autres la folie financière, évidemment, le progrès, ça n'est pas simplement de l'étendre au reste du monde. Que le gigantisme, moi personnellement je déteste le gigantisme, aussi bien architectural que des mégalopoles, etc. Le gigantisme n'est pas du tout une fatalité, qu'on peut avoir d'autres modèles de société. Par exemple, je pense de plus en plus qu'il faudrait revitaliser les campagnes. Quand je traverse, moi, tous ces villages qui sont morts, où il n'y a même plus un bureau de poste, où il n'y a plus de bistrot depuis qu'on a interdit de fumer, où l'église est morte, et où même, comme j'ai vu récemment, alors parfois c'est un bistrot, mais c'est l'ancienne école qui est devenue un bistrot. Vous avez vu ça dans le Berry, c'est assez pittoresque. Quand on voit tous ces lieux qui ne sont plus que des lieux dortoirs, je vais appeler ça les villages aux grands murs, ces lieux de mort, et que tout le monde s'entasse dans ces villes et dans ces banlieues, on se dit que quelque part, c'est pas forcément une fatalité, qu'on pourrait avoir un autre modèle de société. Et comme justement les outils numériques nous permettent aujourd'hui tellement mieux de fonctionner en réseau et de communiquer en réseau, je ne comprends pas pourquoi on ne rechercherait pas maintenant à mettre en réseau des plus petites unités. Et c'est ce que propose entre autres Schumacher. Small is Beautiful, c'est aussi cette idée-là, de changer l'échelle de la conception des choses. De la conception de la vie, ce qu'on retrouve dans l'économie. Si vous prenez l'école, actuelle, par exemple, moi qui étais prof, à l'école, nous avons un énorme mammouth, comme disait l'autre, qui est l'éducation nationale. C'est un monstre. Il est évident qu'il faudrait d'urgence des tas de petites écoles, plus ou moins libres, ce qui ne veut pas dire confessionnelles, post-confessionnelles, non confessionnelles, mais fondées sur une philosophie humaniste, et toutes très différentes, les plus variées possibles. Il faudrait, pour la variété des aptitudes humaines, un maximum de types d'écoles. Types d'écoles, d'apprentissage, tout. Il y a quelques des gens idées comme ça. Il y a des gens. L'apprentissage est une bonne chose, parce qu'il faut revaloriser évidemment les travaux de la main.
Actuellement, c'est une banalité de dire qu'on trouve partout des annonces pour avoir des plombiers, des électriciens ou des bouchers ou des métiers de bouche, alors que quantité de gens sont poussés à aller faire le chômeur en fac. Alors qu'ils ne sont pas faits pour ça. Il faut réhabiliter toutes les sortes d'aptitudes humaines et pas nous spécialiser uniquement dans les services et dans les métiers prétendument intellectuels, ou faussement d'ailleurs intellectuels, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de vrais intellectuels. Alors c'est pareil, il faut des diplômes où ça s'apprend d'être artiste. Ah non, ça, d'être artiste, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'apprend pas. Non, c'est une nature, on a ça en soi. Non, mais on a ça en soi. Je veux dire, les créateurs, souvent, vous savez, ils ne demanderaient qu'une chose, c'est d'être des gens normaux. C'est tellement plus rassurant et facile. Alors nous sommes dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, avec Laurent Danchin. Alors, Laurent, on va passer à la troisième partie de l'émission. On va vous faire un petit questionnaire magique, 3 idées pour changer le monde, et voir un petit peu ce que vous avez fait dans votre vie, votre vision du monde, et en quoi ça peut peut-être nous inspirer ou inspirer nos auditeurs. Qu'est-ce qui vous fait rêver, bouger, aimer ? Je ne pose pas tellement la question. Par exemple, en ce moment, les arbres. J'adore les arbres. Je trouve que les arbres sont un exemple de sagesse. Ils ne parlent pas. Moi qui suis un grand bavard. Ils poussent lentement. Ils vous écoutent ? Non, mais justement, ils n'écoutent rien. Ils écoutent le vent. Ils écoutent ce que leur disent leurs racines. Et puis, je trouve que c'est un modèle de ce qui est sans doute aussi la vie organique. Nous sommes aussi un arbre, notre système nerveux est un arbre, mais nous sommes un arbre qui marche. Les hommes sont des arbres qui marchent. Nous sommes des arbres qui marchent, c'est très beau. Qu'est-ce qui est magique pour vous ? La vie et c'est le grand avantage de vieillir, de l'âge. Et je vais vous le dire, vous qui êtes beaucoup plus jeune que moi, c'est que avec l'âge, on s'émerveille des petites choses. Moi, dans ma jeunesse, j'étais comme ça, je crois, quand j'étais très petit. Ensuite, malheureusement, il y a cette espèce de petit vélo intellectuel qui vous pourrit la vie, le mental, comme disent les bouddhistes, qui vous pourrit la vie. Mais en vieillissant, cette chose-là se relâche et à nouveau, on commence à trouver très étonnant, par exemple, en ce moment à Paris, on n'utilise plus de pesticides, de voir qu'il y a des herbes folles absolument partout. Et on se dit, mais c'est extraordinaire, la vitalité de la nature. Alors on imagine, vous interrompez la société 10 ans, vous imaginez ce serait Paris, une fois qu'elle serait reprise par les ronces, par les orties, par les fleurs. On aurait des murs. On aurait des murs, on aurait des comment on dit Hollyhock, les roses trémières un peu partout, parce que les oiseaux amènent les graines. Et moi, ce qui m'émerveille, c'est ça. Le ciel m'émerveille, les nuages, bien sûr. Mais les choses très simples. Non, un fruit m'émerveille. Je trouve qu'on ne se rend pas compte à quel point on est entouré à la fois d'objets créés par l'homme, toute cette technologie extraordinaire, qui est déjà pas mal, parce qu'un ordinateur, c'est aussi quand même assez merveilleux, toute la somme d'intelligence qu'il y a dans l'ordinateur, appuyer sur un bouton, entendre sa musique préférée, quand même, c'est extraordinaire, ou voir apparaître le film ou l'image. Mais la moindre création de la nature, par exemple la mouche qui se pose sur votre main quand vous êtes immobile, c'est une espèce de petit robot naturel extraordinaire, et tellement plus extraordinaire, et tellement plus miniaturisé que tout ce que sait faire l'homme, et c'est ça qui m'émerveille. C'est ça la magie. Et en plus, ça fait guili-guili sur la main. Bon, et puis je n'ai pas besoin de croire au spiritisme, à ces choses-là, puisque là, vous voyez, on est dans cette pièce, et on parle devant une espèce de boule orange, et il y a bien des ondes, puisque notre voix va être transmise et reçue par nos auditeurs. Donc, si c'est pas de la magie, ça c'est quoi ? On devrait d'ailleurs enseigner la science sous l'angle de la magie de la science. Nous étions pour une de nos émissions précédentes avec un magicien, justement. Alors, restons dans la magie. Qu'est-ce que vous aimeriez faire disparaître ou apparaître avec une baguette magique ? Disparaître ou apparaître avec une baguette magique, ça je sais pas du tout. J'ai aucune idée. Ressusciter les gens que j'ai aimés, mais bon, on est tous mortels aussi, donc on y passera à son tour. C'est grave ? C'est la loi de la nature, donc il faut l'accepter. On n'a pas le choix. C'est quoi la nature, justement, pour vous ? La nature, c'est ça, c'est que vous naissez. C'est encore une chose qui émerveille. Ma fille aînée est enceinte, elle va avoir un enfant, je trouve ça extraordinaire. Ça, aucun homme ne peut le faire, seules les femmes. Et les femmes, encore, c'est pas elles vraiment qui le font, c'est la nature qui le fait en elles.
Donc c'est ça la nature, c'est cette force qui nous gouverne, comme disait Chaumont. Vous savez, le philosophe Spinoza disait toujours, dans sa philosophie, Dieu ou la nature. Et moi j'ai enseigné à beaucoup d'élèves dont certains étaient musulmans, d'autres petits-enfants d'ouvriers communistes ou post-communistes, d'autres peut-être un vague christianisme et donc qui ne revendiquaient pas. J'ai surtout vu les musulmans revendiquer leur foi. Mais quand j'avais à leur parler tous, malgré leurs origines et croyances différentes, je leur disais, pour leur expliquer par exemple justement la merveille qu'est le cerveau humain, l'organe le plus extraordinaire de la nature à ce jour, le cerveau humain. Des milliards et des milliards de neurones qui sont plus complexes qu'un ordinateur, c'est quand même extraordinaire. Or, c'est pas fait par l'homme. Donc, c'est fait par quoi? Si on est croyant, on dit par Dieu. Le musulman dit c'est Allah, donc vive Allah. Mais l'incroyant, c'est la nature. Et bien, comme dit Spinoza, ça revient au même. Dieu ou la nature, c'est cette chose qui n'est pas l'homme qui a créé des choses extraordinaires. C'est pas merveilleux, ça? Ah oui. Et alors, qu'est-ce que c'est l'homme? Écoutez, c'est très prétentieux de se poser la question. Un animal qui pense et qui parle. Et qui regarde les arbres. Oui. Quel moment, quelle rencontre, vous nous en avez raconté quelques-unes, quelle prise de conscience vous ont fait changer de vie ou prendre conscience à des moments particuliers que ce que vous faisiez, c'était pas conforme à votre nature, à ce que vous vouliez, que vous aviez d'autres aspirations, d'autres engagements à prendre, des refus peut-être à poser, des choix à faire. Non, vous voyez, la lettre de Rilke que vous avez lue, elle était très bien choisie parce qu'il dit justement pas tout à fait ça. Il dit que c'est à soi de trouver, de se tourner vers son intérieur et de trouver qui on était. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un livre, et c'est pas une rencontre, c'est un livre. Alors, j'ai parlé de Rilke, c'est un livre curieusement de Krishnamurti, qui était un maître de spiritualité indienne, mais qui avait refusé de diriger une secte et qui avait dissous sa secte justement pour dire que chacun devait devenir son propre maître. Et c'était un petit livre où il expliquait qu'on était malheureux parce qu'on essayait d'être quelque chose, tandis que si on acceptait humblement, comme tout le monde, qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'est rien, oulala, c'est mieux qu'un cachet d'aspirine. Et donc ce livre m'a fait un bien fou, et à partir du moment où vous acceptez vous-même, tout s'ouvre. Et alors c'est pas que vous rencontrez des gens qui vous font changer de chemin, c'est que commençant à prendre le chemin qui vous correspond et dans lequel vous sentez bien, vous rencontrez, chemin faisant, des gens qui sont comme vous, qui sont à la fois complètement différents, mais qui sont un peu dans la même démarche. Et c'est comme ça que ça se fait dans la vie. Vous savez, on vit entouré de portes qui sont fermées. Et puis un jour, il y a une porte qui s'ouvre, mais c'est parce qu'on était à ce moment-là, on a fait un travail sur soi qui a amené à être sensible à une chose, et cette porte à ce moment-là, qui était restée fermée si longtemps, à ce moment-là, très naturellement, elle s'ouvre. C'est un travail intérieur qu'on fait en permanence à travers la vie, et qui vous ouvre les portes. Et quand on est sur le bon chemin, les portes s'ouvrent tous les jours, et même à un grand âge. Quelle est votre richesse? Ma richesse, c'est tous les gens extraordinaires que j'ai rencontrés. Et j'ai un ami qui est très connu dans le milieu de l'art brut, qui s'appelle Jaber, qui est un Tunisien que certains connaissent peut-être devant Beaubourg, il fait le clown. Et j'ai fait avec lui un film, il y a quelques années, avec un ami américain qui s'appelle Alan Govenard. Et à la fin de ce film, il y a une petite interview de Jaber, c'était la nuit, on était sur les marches d'un escalier, il faisait extrêmement froid. Et je lui ai posé une question à laquelle il a répondu « Moi, je m'en fous l'argent, je suis né riche ». Et c'est ça la richesse, la chance d'avoir finalement un mental qui fonctionne, d'avoir cette capacité d'émerveillement. Je crois que s'il ne faut pas perdre en vieillissant, il ne faut pas devenir ni amer ni blasé. Il faut garder cette faculté d'émerveillement. Et je pense que si on la retrouve quand on l'a perdue, c'est un rajeunissement extraordinaire. Et je pense que c'est la clé de tout, la capacité de s'émerveiller du monde. Qu'est-ce qui vous émerveille encore justement? Pourquoi le monde est beau? Comment le rend-on beau? Comment l'améliore-t-on aussi au quotidien? Ça, vous essayez de rentrer dans le format de votre émission, là. Non. Mais la beauté des choses, ça ne s'explique pas. C'est un paysage, c'est une chose, c'est une personne, c'est un visage. La beauté, ça ne s'explique pas, le sens de la beauté. On le ressent. J'ai du mal à croire que certains ne le ressentent pas. Et le sublime, c'est quoi? Le sublime, pour moi, c'est une citation de Victor Hugo, non? Vous êtes dire par là, né à Besançon, oui, comme lui, je crois. Mais le sublime, c'est peut-être la recherche de se transcender, parce qu'on est dans un monde actuellement qui tire le monde vers le bas. Je suis effaré quand je regarde la télévision, quand je lis la presse, de voir à quel point il y a un nombre d'informations qui abaissent l'homme, qui donnent de l'homme une image abjecte, le contraire de ce que disait Rilke. Et le sublime, c'est peut-être au contraire l'effort qu'on fait, au contraire, pour s'élever. Quand j'étais au lycée de Nanterre, il y avait une dame d'origine, je crois, martiniquaise, qui était une prof d'économie que j'aimais beaucoup. Et un jour, on lui a demandé de définir l'éducation. Et avec ses mains, elle a fait le geste de quelqu'un qui prendrait les bretelles d'une robe pour la mettre sur un cintre. Elle a fait ce geste en allant vers le haut. Elle a dit, l'éducation, c'est ça. Élever quelqu'un.
C'est ça qui est beau dans l'éducation, c'est ce que j'ai aimé dans le métier que j'ai fait. Et comment l'homme peut lui-même s'élever ? Quelles sont les 3 actions qu'il peut mettre en... Enfin, 3 actions, pourquoi pas, comme ça, pour s'élever, pour transformer le monde, pour bâtir une humanité meilleure. Je pense que la première chose, il faut travailler. Parce que le travail, contrairement à l'image souvent qu'on en donne, le travail salarié, désagréable, avec un patron sur le dos, etc., le travail, quand il est, non pas librement choisi, parce qu'il l'est rarement, mais quand il est accepté, qu'on le fait de son mieux, c'est vraiment ce que l'homme peut faire de mieux. Quand vous êtes au guichet des PTT, ce qui n'est pas drôle, en plus avec la transformation actuelle des postes, qui est une catastrophe, dans tout métier, il y a une attitude créative et une qui ne l'est pas. Par exemple, être attentif aux autres dans ce qu'on fait, même un métier très répétitif, caissière par exemple, ça vous ouvre sur la vie, ça vous ouvre sur les autres et ça vous fait découvrir des choses, ça crée même des amitiés, donc ça enrichit votre vie. Être fermé en râlant, en se disant « Oh là là, vivement 5 heures que je rentre chez moi », vous perdez votre temps, vous vous autodétruisez. Donc ce qui permet à l'homme de s'élever déjà, c'est de faire avec amour le travail qu'il a à faire. On pourrait presque s'arrêter là-dessus. Laurent Danchin, pour terminer, votre devise pourrait être quoi ? Ma devise ? Un jour, j'ai eu un vieil oncle que j'aimais beaucoup qui était en train de mourir d'un cancer et qui était assez malheureux, non pas de mourir, mais du bilan qu'il faisait de sa vie. Il avait toujours eu l'impression d'avoir raté sa vie et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'on aime bien, qui en mourant se dit qu'il a raté sa vie, c'est terrible. Et j'ai improvisé une phrase que je me rappelle parce qu'il me semble que c'était la seule chose que je pouvais lui dire. Je lui ai dit que dans la vie, l'important n'était pas de réussir, c'était d'essayer. Et ça, je crois que c'est très vrai. Réussir, c'est ce que disait aussi Krishnamurti, ça me revient dans le livre que j'ai lu. Qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Par rapport à qui ? C'est quand on se compare à autrui, mais on est toujours celui qui a réussi par rapport à quelqu'un qui a raté, on est celui qui a raté par rapport à quelqu'un qui a mieux réussi, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais essayer, faire un effort, essayer sans arrêt. On rate comme quelqu'un qui joue, on perd, on joue, on perd, mais on essaye, on continue. Vous savez, la définition d'optimiste, c'est celui qui, quand il perd 10 fois, il joue quand même la 11e, tandis que le pessimiste s'arrête à la 10e. I saw her face. Now I'm a On va s'arrêter là-dessus. Merci Laurent Danchin. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun, c'est pour chacun, c'est ensemble. Alors à vous, maintenant.